La corde gratte sa gorge. Une sensation de mort imminente qui ferait paniquer n'importe qui. Mais pas lui. Jindřich Vacek n'est plus le cerf terrorisé qu'ils ont traîné jusqu'à cette estrade. Il fixe la poutre maîtresse de la potence avec une précision chirurgicale. Il ne voit pas du bois pourri, il voit des vecteurs de force. Il voit les contraintes, la tension du grain et le point de rupture exact. Un mouvement brusque de son épaule et tout bascule. La structure gémit sous la pression. Un craquement sinistre résonne dans tout le village. Et juste comme ça, le support cède. L'échafaud s'effondre en un tas de bois broyé, emportant le bourreau avec lui. Le bailiff, cet idiot, reste là, la bouche bée, incapable de comprendre pourquoi la loi a failli. Bienvenue dans le cauchemar féodal de notre garçon, où la physique est sa seule arme. Jindřich se redresse au milieu des débris, ignorant la poussière qui danse dans l'air. Il est un ingénieur civil du XXIe siècle, coincé dans le corps d'un gamin de 14 ans. Il y a quelques minutes, il n'était qu'un esclave condamné pour un crime qu'il n'a jamais commis. Maintenant, il est le seul homme ici qui comprend comment le monde tient debout. Il active l'œil de l'architecte, et tout se transforme en schéma bleuté. C'est sa capacité spéciale. Une vision qui décompose la réalité en mathématiques pures. Le bailiff hurle à ses hommes de se saisir du gamin, mais ils hésitent. Ils voient le bourreau écrasé sous les poutres, une scène qui défie toute logique. Pour eux, c'est de la sorcellerie pure. Pour Jindřich, c'est juste une question de torque et de gravité appliquée au bon endroit. Il jette un regard froid sur les gardes qui s'approchent, la main sur leurs épées rouillées. Il sait que s'ils restent ici, ils finiront par le découper en morceaux. Il doit bouger. Et vite. Il analyse les faiblesses du mur d'enceinte en une fraction de seconde. Il repère une fissure dans la maçonnerie, un point de fatigue structurelle évident. Il ramasse une pierre, non pas pour frapper, mais pour agir comme un levier improvisé. Il s'élance vers le mur, pendant que les soldats se débattent encore avec les décombres. Il place la pierre dans la fissure. Un geste précis qui semble insignifiant. Il appuie de tout son poids, utilisant l'effet de levier pour faire sauter le mortier. Le mur tremble, une partie s'écroule, créant une ouverture vers la forêt sombre. Les gardes sont trop lents, trop stupides pour anticiper ces mouvements. Il s'échappe dans l'ombre, laissant derrière lui une scène de chaos total. Il respire fort, sentant la douleur familière de la friction neuronale derrière ses yeux. C'est le prix à payer pour utiliser son œil trop longtemps, une migraine atroce. Mais il s'en moque. Il est en vie. Il sait que la garnison ne le lâchera pas aussi facilement. Il doit prouver son utilité à quelqu'un, devenir indispensable avant d'être traqué. Dans ce monde de sauvages, la connaissance est le seul pouvoir qui compte. Il regarde ses mains tremblantes, ses mains de gamin qui ont déjà accompli l'impossible. Il n'est plus un serf, il est le nouveau maître de son destin. Guess what? Jindřich Vacek vient de changer les règles du jeu pour de bon. Il s'enfonce dans les bois, sachant que la prochaine étape sera bien plus dangereuse. Le monde médiéval n'est pas prêt pour ce qui arrive. Et lui, il est juste en train de s'échauffer. Le bailiff hurle, le visage pourpre de rage, ordonnant à ses hommes de traquer le fugitif. Ils se précipitent vers la trouée dans le mur, leurs armures pesantes faisant un boucan d'enfer. Jindřich, lui, ne perd pas une seconde à regarder en arrière. Il court, les poumons en feu, ses jambes de gamin peinant à suivre le rythme. Il sait que ces types vont le poursuivre jusqu'en enfer, s'ils ne sèment pas leur chien. Le voilà qui plonge dans un buisson épineux, ignorant les griffures qui lacèrent sa peau. C'est le moment de vérité pour notre garçon. Il repère une rivière à quelques centaines de mètres, un courant rapide qui pourrait masquer son odeur. Il saute par-dessus un tronc pourri, atterrissant avec une grâce qu'il n'avait pas il y a une heure. C'est l'effet de l'adrénaline, ou peut-être de ce nouveau corps qui réagit au quart de tour. Il arrive au bord de l'eau, le souffle court, scrutant la rive opposée. Il repère un rocher instable surplombant le lit de la rivière. Si les gardes arrivent, il pourra faire basculer cette masse et bloquer le passage. Il sourit. Un rictus froid qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Ce n'est plus le pauvre cerf qu'on peut humilier impunément. C'est un ingénieur qui voit ce monde comme un immense puzzle à démonter. Derrière lui, les aboiements des chiens se rapprochent, plus proches qu'ils ne le pensaient. Le bailiff est tenace, cet idiot ne lâchera jamais sa proie. Jindřich cherche un bâton, un levier assez solide pour son plan. Il en trouve un, sec et robuste, parfait pour déplacer la pierre. Il se glisse derrière le rocher, attendant le bon moment pour agir. Les soldats débouchent de la forêt,
leurs torches illuminant les arbres sombres. Ils sont 3, armés de lances et de méchanceté pure. Le leader, un type balafré, scanne les alentours, cherchant une trace de sang. Il ne se doute pas une seconde que notre garçon est à portée de main. Jindrik ajuste son levier sous la base du rocher. Il attend, immobile, le cœur battant contre ses côtes. Un des soldats s'approche, le nez au sol, suivant la piste. Il est à 2 pas du rocher, prêt à découvrir le piège. Jindrik appuie. Le bois craque sous la tension. Le rocher bascule, dévalant la pente avec un fracas de tonnerre. C'est un véritable éboulement qui s'abat sur le groupe. Le soldat de tête est fauché net, incapable de réagir. Les 2 autres sautent en arrière, terrifiés par cette chute soudaine. C'est le chaos, la panique totale. Jindrik ne reste pas là pour admirer le carnage. Il profite de la confusion pour s'enfoncer encore plus profondément dans la forêt. Il sait que ce n'est qu'un répit temporaire, mais il a gagné quelques précieuses minutes. Il s'arrête un instant, appuyé contre un arbre, reprenant son souffle. Il regarde ses mains, ces outils qui vont lui permettre de dominer ce monde. Il n'est pas là pour survivre. Il est là pour diriger. La peur est une notion qu'il a laissée derrière lui avec son ancienne vie. Il avance, le regard fixé sur l'horizon, prêt à affronter tout ce qui se dresse devant lui. Qu'assoit, la chasse ne fait que commencer. Il est loin d'être fini, ce gamin. Il s'enfonce dans le noir, une ombre parmi les ombres, et la forêt, immense et silencieuse, semble s'incliner devant sa détermination. La forêt s'épaissit, mais Jindrik ne ralentit pas. Ses poumons brûlent comme s'il avait avalé des braises. Il repère une clairière en contrebas, baignée par la lune. C'est là qu'il voit la structure. Une potence en bois, montée à la hâte pour le spectacle. Le bourreau attend là, une hache lourde posée au sol. Le bailiff arrive derrière, escorté par 2 gardes en armure. Notre garçon se cache derrière un chêne massif. Il observe le bois de la potence. Il voit les nœuds dans le chêne, les points de tension. C'est une construction de débutants, bâclée par des amateurs. Jindrik sourit dans l'obscurité. Il sait exactement quel point frapper pour tout faire écrouler. C'est de la physique de base, un jeu d'enfant pour lui. Il ramasse une pierre pointue, bien lourde. Il s'approche en silence, rampant dans les fougères. Les gardes sont trop occupés à discuter de leur dîner. Quel groupe d'idiots, franchement. Il se glisse sous la plateforme de la potence. Le bourreau s'appuie contre le pilier porteur, tout son poids dessus. Le bois craque déjà, fatigué par la structure bancale. Jindrik visualise la ligne de rupture. Il frappe le pilier avec sa pierre. Un coup sec, précis, juste au niveau du nœud fragile. Le bois gémit, puis explose en éclats. La plateforme bascule brusquement sur le côté. Le bourreau perd l'équilibre et tombe dans le vide. La lourde poutre transversale s'effondre avec lui. Le choc est brutal, un bruit d'os qui se brise. Le bourreau est écrasé, net, sous le poids de son propre outil. Le bailiff hurle de surprise, les yeux exorbités. Il ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Pour lui, c'est de la sorcellerie pure. Jindrik ne perd pas une seconde à regarder ce désastre. Il s'élance vers la forêt, profitant de la confusion totale. Les gardes courent partout, incapables de localiser l'ennemi. La panique est leur seule réponse. C'est pathétique, vraiment. Il s'enfonce dans les ténèbres, le cœur battant à tout rompre. Il sent le poids de son passé de mercenaire le guider. Chaque pas est mesuré, chaque ombre est une alliée. Il repense à sa vie d'avant, à cette technologie qu'il maîtrisait. Ici, il n'a que son cerveau et ses mains, mais c'est largement suffisant pour ces paysans. Il s'arrête près d'un ruisseau pour reprendre son souffle. Il observe son reflet dans l'eau sombre. Ce gamin a un regard de prédateur, froid et distant. Il n'est plus le cerf apeuré qu'il voulait pendre. Qu'assoit, il est devenu le chasseur. Il entend les cris du bailiff au loin, toujours aussi furieux. Le mec ne sait même pas qu'il traque un génie. Jindrik se remet en marche, plus déterminé que jamais. Il a besoin d'un abri, d'un endroit pour planifier la suite. Il sait que ce n'est que le début de sa montée. Chaque obstacle n'est qu'un problème à résoudre. Un puzzle à défaire. Il sourit. Un rictus sans aucune chaleur. Le monde médiéval ne sait pas encore ce qu'il attend. Il croise une biche qui détale à son approche. Même les animaux sentent qu'il ne faut pas l'emmerder. Il grimpe sur une colline pour mieux observer la vallée. Les lumières du village scintillent au loin, comme des lucioles. Il voit les torches des gardes qui s'agitent encore. Quel bordel! Ils ne trouveront jamais rien. Il s'assoit contre un rocher,
le regard fixé sur l'horizon. Il commence à structurer son plan de domination. D'abord, il lui faut des alliés, ou au moins des outils. Il ne peut pas tout faire seul, même avec son savoir. Mais il trouvera bien un moyen de manipuler ces idiots. C'est toujours la même chose avec les gens de ce niveau. Il suffit de leur donner une illusion de contrôle. Puis on leur arrache tout une fois qu'ils ont confiance. C'est une leçon qu'il a apprise à la dure. Il ferme les yeux un instant, visualisant les plans de machine. Il pourrait construire une arbalète à répétition en une semaine, ou peut-être un système de poulies pour booster la production. Les possibilités sont infinies dans ce trou paumé. Le bailiff va bientôt regretter d'avoir voulu le pendre. Ce type va supplier pour avoir une seconde chance. Et Jindrik, évidemment, ne lui en donnera aucune. Il se lève, secouant la poussière de ses vêtements misérables. Demain, il sera en ville, prêt à lancer sa première phase. Il ne se retournera pas, il n'en a pas besoin. Le passé est mort, tout comme ce bourreau pathétique. Le futur lui appartient, et il compte bien le prendre. Il s'enfonce dans le noir, une ombre parmi les arbres. La forêt semble frémir à son passage. Il est prêt. Le jeu vient de passer au niveau supérieur, et il n'a aucune intention de perdre cette partie. La nuit est longue, mais il a tout le temps du monde. Il est le joueur. Ils ne sont que des pions. La prochaine étape sera encore plus brutale, il le sait. Mais il est né pour ça, pour broyer la concurrence. Il marche avec une assurance qui ne correspond pas à son âge. C'est le poids de son expérience qui transparaît. Il ne doute jamais, il ne tremble jamais. Il analyse, il exécute, il domine. Voilà comment un vrai joueur survit dans ce chaos. Et croyez-moi, il ne fait que commencer. L'hiver approche, et le village est littéralement en train de crever de faim. Les champs ne sont que de la terre stérile, grise et triste. Jindrik Vacek observe tout ça avec son œil de l'architecte. Il ne voit pas juste de la boue, mais une carence en azote flagrante. C'est simple, la terre est à sec, épuisée par des siècles de culture médiévale de base. Notre garçon se dit qu'il est temps de montrer à ses paysans comment on gère une exploitation. Il leur fait alterner les cultures et introduire des légumineuses pour fixer l'azote. En gros, il hack le cycle de vie du sol, tout ça en restant discret. Il utilise les déchets organiques pour créer un engrais naturel ultra efficace. Le résultat est immédiat. Les pousses sortent de terre avec une vigueur délirante. La récolte explose, triplant les rendements en un temps record. Tout le village est sous le choc. Les paysans pensent à un miracle divin. Jindrik, lui, sait juste que c'est de la science de base, rien d'autre. Mais évidemment, ce genre de succès ne passe pas inaperçu très longtemps. Un collecteur de taxes corrompu débarque avec ses hommes de main pour tout rafler. Ce type est un vrai déchet, il ne pense qu'à remplir ses poches. Il exige la totalité de la récolte, laissant les familles avec rien du tout. C'est là que Jindrik entre en scène, avec un sourire froid sur le visage. Il a préparé son coup. Un mélange de soufre et de salpêtre bien dosé. Il attend que les soldats s'approchent du tas de grains fraîchement récoltés. Il craque une allumette. Le mélange s'enflamme et produit une fumée épaisse et âcre. C'est le chaos total. Les soldats toussent et ne voient plus rien du tout. Ils sont complètement aveuglés, paniqués par ce rideau de fumée chimique. Jindrik en profite pour leur intimer l'ordre de déguerpir séance tenante. Il utilise un ton autoritaire, celui d'un homme qui a déjà tout vu. Le collecteur de taxes, terrorisé par ce qu'il prend pour de la sorcellerie, s'enfuit en courant. Il abandonne ses hommes, prouvant une fois de plus que c'est un pur lâche. Le village est sauvé, les stocks restent intacts pour passer l'hiver au chaud. Mais Jindrik sait très bien qu'il a attiré l'attention sur lui. Quelques jours plus tard, des cavaliers aux couleurs de la noblesse rôdent dans les bois. Ce sont les scouts de la comtesse Eliskaz Ratse, bien décidés à enquêter. Ils ont entendu parler des récoltes miraculeuses et du collecteur humilié. Jindrik les observe depuis la cime d'un arbre, son œil de l'architecte en alerte. Il analyse la structure de leurs armures, cherchant le moindre point faible. Il sait que si ces types le repèrent, sa vie de cerf tranquille est terminée. L'un des scouts s'approche de la zone où le soufre a été brûlé. Il renifle l'air, intrigué par cette odeur chimique qui ne devrait pas exister ici. Jindrik s'est contracté. Il sent une pointe de douleur derrière ses yeux. C'est le contre-coup, la fameuse friction neuronale qui commence à grignoter son esprit. Il doit rester immobile. Le moindre tremblement pourrait le trahir. Il ferme les yeux,
respirant lentement pour calmer le flux de mana. Il n'est pas question de se faire attraper par les sbires d'une noble ambitieuse. Le scout finit par repartir, convaincu qu'il ne s'agit que d'un phénomène naturel. Quel idiot! Il vient de passer à côté de la découverte du siècle. Jindrik redescend de son arbre, les mains encore un peu tremblantes. Il a besoin de plus de ressources, d'un véritable atelier pour ses inventions. Il regarde le village, ces gens qui comptent désormais sur lui pour survivre. C'est un avantage stratégique énorme, une base arrière solide et loyale. Il sait que la comtesse ne lâchera pas le morceau aussi facilement. La prochaine fois, ce ne seront pas des scouts, mais une armée entière. Il doit renforcer les défenses, construire des pièges mécaniques invisibles. Jindrik s'est remis au travail, ses doigts agiles manipulant le bois et la pierre. Il est le maître de ce jeu, et chaque mouvement est calculé au millimètre. La survie n'est qu'une équation, et il vient de trouver la solution parfaite. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain coup de la comtesse, et croyez-moi, il sera prêt à lui réserver une petite surprise bien corsée. Le collecteur de taxes, ce gros sac à vin, ne se doute pas une seconde de ce qu'il attend. Il s'approche du tas de grains, les yeux brillants de cupidité, prêt à tout rafler. Jindrik, tapis dans l'ombre, observe la scène avec un calme olympien. Notre garçon n'a pas peur des petits chefs, pas après ce qu'il a traversé dans sa vie passée. Il ajuste sa position, le doigt sur le mécanisme de déclenchement. Le collecteur hurle sur les paysans, les traitant de moins que rien. Quel idiot! Il ne comprend même pas qu'il est en train de creuser sa propre tombe. D'un geste sec, Jindrik active le levier caché sous les planches. Le mélange de soufre et de salpêtre s'enflamme instantanément dans une petite chambre de combustion. Une détonation sourde fait sursauter les chevaux des gardes. Et là, c'est le déluge. Une fumée épaisse, âcre et jaunâtre explose au milieu de la cour. C'est le chaos total, les soldats tous à s'en arracher les poumons. Ils agitent leurs épées dans le vide, aveuglés par ce rideau chimique. Le collecteur, lui, tombe à genoux, les yeux en pleurs. Il croit dur comme fer qu'il a été frappé par une malédiction démoniaque. Jindrik sort alors de sa cachette, marchant d'un pas lent et assuré. Il a l'air d'un spectre sorti de l'enfer, parfaitement serein au milieu du nuage toxique. Il pointe un doigt accusateur vers le chef des soldats. Il lui intime l'ordre de déguerpir séance tenante, sous peine de subir un sort bien pire. Le type est tellement terrifié qu'il ne discute même pas. Il abandonne son butin, saute sur son cheval et s'enfuit au grand galop. Ses hommes le suivent, bousculant tout sur leur passage. Quelle bande de lâches, pas vrai? Le village est sauvé, les récoltes restent intactes pour l'hiver. Les paysans regardent Jindrik comme si c'était un envoyé du ciel. Mais notre boy, lui, sait très bien que ce n'est que le début des ennuis. Il sait que la comtesse Eliskaz Radse ne va pas laisser passer cet affront. Quelques jours plus tard, des cavaliers aux armures étincelantes rôdent dans les bois. Ce sont les scouts de la noble, bien décidés à fouiner là où ils ne devraient pas. Jindrik Lay observe depuis la cime d'un vieil arbre, son œil de l'architecte en alerte. Il analyse la structure de leur lance, cherchant le moindre défaut de forge. C'est un avantage tactique, et il compte bien s'en servir. L'un des scouts s'approche de la zone où le soufre a été brûlé. Il renifle l'air, intrigué par cette odeur chimique persistante. Jindrik se contracte. Une pointe de douleur lui traverse le crâne. C'est le contre-coup, la fameuse friction neuronale qui commence à grignoter son esprit. Il doit rester immobile. Le moindre tremblement pourrait le trahir. Il ferme les yeux, respirant lentement pour calmer le flux de mana. Il ne veut pas se faire attraper par ces chiens de garde d'une noble ambitieuse. Le scat finit par repartir, convaincu qu'il ne s'agit que d'un phénomène naturel. Quel bouffon! Il vient de passer à côté de la découverte du siècle. Jindrik redescend de son arbre, les mains encore un peu tremblantes. Il a besoin de plus de ressources, d'un véritable atelier pour ses inventions. Il regarde le village. Ces gens qui comptent désormais sur lui pour survivre. C'est une base arrière solide, une loyauté qu'il a achetée avec du grain et de la ruse. Il sait que la comtesse ne lâchera pas le morceau aussi facilement. La prochaine fois, ce ne seront pas des scouts, mais une armée entière. Il doit renforcer les défenses, construire des pièges mécaniques invisibles. Il ramasse une pierre, analyse sa densité et sa résistance avec son regard expert. Il va transformer ce village en forteresse, un véritable casse-tête pour les nobles. Jindrik se remet au travail,
ses doigts agiles manipulant le bois et la pierre. Il est le maître de ce jeu, et chaque mouvement est calculé au millimètre. La survie n'est qu'une équation, et il vient de trouver la solution parfaite. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain coup de la comtesse. Et croyez-moi, il sera prêt à lui réserver une petite surprise bien corsée. Il rentre dans sa cabane, le plan du prochain piège déjà gravé dans son esprit. C'est un système de contrepoids, simple mais dévastateur. Si quelqu'un tente de forcer la porte de son atelier, le toit lui tombera sur la tête. Il sourit, un sourire froid et sans aucune chaleur humaine. Il ne cherche pas l'amitié, il cherche la domination totale. Chaque ressource qu'il économise est une arme de plus dans son arsenal. Il commence à démonter une charrue pour récupérer le fer. Il a besoin de fabriquer des carreaux d'arbalète plus performants. La forge du village est rudimentaire, mais elle suffira pour le moment. Il chauffe le métal jusqu'à ce qu'il devienne blanc, puis le martèle avec précision. Il ne travaille pas comme un forgeron normal, il travaille comme un ingénieur. Il connaît les points de fusion, les alliages, tout ce qu'il faut pour créer une arme de qualité. Soudain, une alarme résonne dans sa tête. Ce n'est pas un son, c'est une intuition, une lecture rapide de son environnement. Quelqu'un l'observe depuis la lisière de la forêt. Ce n'est pas un soldat, c'est quelque chose de plus furtif. Jindřich pose son marteau. Ses muscles se tendent comme des ressorts. Il ne panique pas, il analyse. Il ramasse un morceau de métal chauffé, juste au cas où. Il sort de la forge, l'air décontracté, comme s'il allait chercher de l'eau. Il s'approche du bosquet où il a senti une présence. Il jette un caillou avec une précision chirurgicale. Le projectile frappe un tronc d'arbre avec un bruit sec. Une silhouette s'élance dans la forêt, fuyant comme un lièvre. Jindřich ne se lance pas à sa poursuite, ce serait une erreur. Il sait qu'il s'agit d'un espion de la comtesse. Il sourit, sachant qu'il vient d'attirer l'attention qu'il voulait. Maintenant, il peut préparer le terrain pour le vrai spectacle. Il retourne à son atelier, le cœur battant, mais pas par peur. C'est l'excitation de la chasse qui le prend aux tripes. Il est le prédateur, et la comtesse est sur le point de devenir sa proie. Tout est en place pour transformer ce village en un piège mortel. Les villageois l'observent avec crainte et admiration. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait, mais ils sentent que le vent a tourné. Jindřich Vacek, l'ancien serf, est en train de devenir le vrai seigneur de ces terres. Et personne, absolument personne, ne pourra l'arrêter. La tranquillité du moulin en ruine vole en éclats dans un fracas de métal et de cris. Jindřich Vacek, notre boy, se tient au centre, les yeux plissés par une concentration brutale. Un groupe d'hommes d'armes de la comtesse Eliska Zradce défonce la porte en bois vermoulu. Ils sont là pour ses plans, pour sa technologie, pour ce qu'ils appellent sa magie. Quelle blague! Ces types ne comprennent rien à la physique élémentaire. Jindřich ne perd pas une seconde à discuter avec ces idiots. Il active son œil de l'architecte. Le monde se décompose en lignes de force et points de tension. Le moulin n'est plus qu'une machine géante, un monstre de bois et de pierre, prêt à obéir. Les soldats chargent, leurs épées luisent sous la lumière crue de l'après-midi. Ils pensent que c'est une proie facile, un gamin de 14 ans acculé dans un coin. Grosse erreur de leur part. Jindřich attrape le levier principal, ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Il ne cherche pas à se battre au corps à corps, il laisse l'environnement faire le sale boulot. Il débloque la vanne du moulin, libérant toute la pression de l'eau accumulée dans le réservoir. Le mécanisme se met à hurler, un bruit strident qui fait trembler les fondations. La mule de pierre, massive et impitoyable, se met à tourner à une vitesse impossible. Jindřich ajuste l'angle avec une précision chirurgicale, utilisant un simple étai de bois comme pivot. La meule se détache de son socle, propulsée par un couple de force phénoménal. Elle fonce droit vers les assaillants, comme un boulet de canon improvisé. Le premier soldat est balayé sans même un cri, son armure écrasée comme du papier. Les autres reculent, les yeux écarquillés par la terreur pure. Ils ne voient pas un gamin, ils voient une force de la nature déchaînée. Jindřich ne s'arrête pas là. Il enchaîne avec une série de poulies qu'il a piégées. Un filet lesté chute du plafond, piégeant les derniers survivants dans un étau de cordes. C'est fini. Ils sont neutralisés avant même de comprendre ce qui les a frappés. Mais le prix à payer pour cet exploit est colossal. Une douleur atroce, comme si des milliers d'aiguilles lui transperçaient le cerveau, l'assaillent. C'est la friction neuronale, le contre-coup de son pouvoir qui exige son dû. Le sang coule de son nez, une traînée rouge sur son visage pâle. Sa vision se brouille. Les couleurs s'effacent pour laisser place à un noir d'encre. Jindřich tombe à genoux, aveugle, totalement vulnérable. Il entend encore les gémissements des soldats au sol, mais il ne voit plus rien.
Il a gagné, certes, mais il est maintenant dans le noir complet. Il tâtonne le sol, cherchant une arme, le moindre indice de sécurité. Il sait que si un autre groupe arrive, il est un homme mort. Il se traîne vers le fond de l'atelier, là où il a caché ses prototypes. Il doit protéger son travail, coûte que coûte. Chaque seconde dans l'obscurité est une éternité de peur. Il serre les dents, l'esprit en lambeaux, refusant de lâcher prise. Il est le maître de ce moulin, même sans ses yeux. Il écoute le vent, le craquement du bois, le moindre souffle de vie à l'extérieur. Il attend, immobile, prêt à déclencher un dernier piège au moindre bruit suspect. Think qu'il est fini? Pas question. Il a encore bien trop de choses à construire. Il reste là, prostré, attendant que la lumière revienne dans son esprit. Et quand elle reviendra, la comtesse va comprendre que s'en prendre à lui était son pire choix. Le sang goutte sur le plancher en bois, rythmé par le tic-tac du mécanisme. Jindrik ne voit plus rien, mais il entend tout. Les râles des soldats agonisants se transforment en une symphonie de douleur. Il reste accroupi dans l'ombre, une main pressée contre sa tempe douloureuse. Ses doigts rencontrent le métal froid de son levier de secours. Il sourit. Un sourire carnassier qui n'a rien d'un gosse de 14 ans. Dehors, le silence de la forêt est soudainement brisé par un galop furieux. D'autres renforts approchent, et ils ne sont pas là pour discuter. Notre boy sait qu'il n'a plus de meule à lancer. Il n'a plus que ses mains, son génie et une poignée de produits chimiques. Il tâtonne dans le noir, ses doigts effleurant ses fioles de soufre. C'est le moment de sortir la grosse artillerie. Il mélange les poudres avec une précision maniaque, ignorant les tremblements de ses mains. Il sait que si ça explose maintenant, il est cuit. Mais il n'a pas peur, il est juste concentré comme un robot. Les pas lourds des soldats résonnent sur le ponton en bois du moulin. Ils ont l'air confiants, persuadés que le gamin est neutralisé. Grosse erreur, les gars. Jindrik se lève, guidé par les vibrations du sol sous ses pieds. Il lance la fiole de verre vers la porte d'entrée. Le choc est sec. Une détonation sourde déchire l'air. Une fumée âcre, épaisse et suffocante envahit instantanément la pièce. Les cris de panique des soldats éclatent, étouffés par la brûlure du gaz. Ils toussent, ils se débattent, ils frappent dans le vide. C'est le chaos total. Jindrik ne perd pas une seconde, il se déplace comme un spectre. Il connaît chaque recoin de cet atelier, chaque latte de parquet. Il attrape une barre de fer chauffée à blanc, laissée dans la forge. Il la fait tournoyer, frappant avec une précision effrayante à travers la brume. Chaque coup touche sa cible, un bruit sourd de métal contre cuir. Les soldats s'effondrent les uns après les autres. Ils ne voient même pas qui les frappe. C'est une exécution en règle, propre et sans bavure. Jindrik s'arrête, le souffle court, sentant le vide se refermer sur lui. La friction neuronale recommence à grignoter sa conscience. Il doit finir ça avant de perdre connaissance pour de bon. Il se dirige vers la sortie, ses mains effleurant le chambranle de la porte. Il sent le froid de l'air nocturne sur son visage en sueur. Un dernier soldat, celui qui semble être le chef, se tient là, pétrifié. Il ne peut pas croire ce qu'il voit. Un gamin aveugle, en sang, qui vient de décimer une escouade entière. Jindrik lui lance un regard vide, terrifiant. Il lui dit d'une voix glaciale que la comtesse ferait mieux d'envoyer quelqu'un de plus compétent. Le soldat lâche son épée, les mains tremblantes. Il tourne les talons et s'enfuit dans la nuit, terrifié par ce qu'il vient de vivre. Et juste comme ça, la menace est écartée. Jindrik s'écroule enfin contre le mur extérieur, son corps lâchant prise. Il ne voit toujours rien, mais il entend les oiseaux recommencer à chanter. Il a gagné, mais à quel prix? Il se demande si sa vision va revenir, ou s'il a grillé ses circuits pour de bon. Mais il s'en fiche, franchement. Il a prouvé qu'il était le prédateur, pas la proie. Il ferme les yeux, laissant la fatigue l'emporter. Demain, il devra reconstruire tout son système de défense. Il aura besoin de plus de ressources, de plus de métal. Il faudra qu'il s'infiltre dans le domaine de la comtesse. Le jeu ne fait que commencer, et il a déjà une longueur d'avance. Il sourit, sombre, dans le noir absolu de sa propre victoire. Ce gosse est une machine de guerre, et la comtesse ne sait pas ce qui l'attend. Bad idea de se frotter à lui, n'est-ce pas? Il s'endort là, sur le sol froid, protégé par son propre génie. Le moulin, autrefois paisible, est devenu une forteresse imprenable. Les villageois n'oseront plus jamais poser de questions. Ils savent désormais qui est le vrai maître des lieux. Jindrik ne se réveillera pas tout de suite. Il a besoin de récupérer, de recharger ses batteries. Mais quand il ouvrira les yeux, le monde changera encore. C'est garanti. La nuit est longue, mais elle est à lui. Personne ne viendra le déranger, pas après ce carnage. Il est en sécurité pour l'instant. La comtesse va devoir changer de stratégie, c'est certain. Elle ne peut plus envoyer de simples soldats. Elle devra venir elle-même, ou envoyer ses meilleurs lieutenants. Et c'est exactement ce que Jindrik attend. Il veut tout détruire,
brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il veut régner sur ces terres, avec son esprit comme seule couronne. C'est son destin, et il est en marche. Il ne doute jamais, il ne tremble jamais. Il avance, implacable, vers son propre sommet. La douleur n'est qu'un signal, une mesure de sa progression. Il est le joueur, et ils ne sont que des pions. Le silence retombe sur le moulin, lourd et menaçant. Jindrik est là, immobile, une ombre parmi les ombres. Il attend, il prépare, il calcule. La prochaine étape sera bien plus sanglante, mais il est prêt. Il est toujours prêt. Le rideau tombe sur cette petite escarmouche. Mais le spectacle ne fait que commencer. Vous croyez vraiment qu'il va s'arrêter là? Il n'a même pas encore commencé à utiliser ses vraies inventions. La suite sera brutale. La suite sera incroyable. Il respire, lentement, sa vision commençant à revenir par éclats. Des formes floues apparaissent, des ombres se dessinent. Il est de retour, et il est plus fort qu'avant. Le jeu est verrouillé. Il est le boss maintenant. Et personne ne pourra changer ça. La mule de pierre pèse 1 tonne, mais Jindrik a déjà tout calculé. Il ajuste le levier de bois avec une précision chirurgicale. Les engrenages grincent sous la tension, prêts à lâcher la sauce. Notre boy ne perd pas une seconde. Il verrouille le mécanisme. Le bruit de l'eau qui s'engouffre dans la vanne est assourdissant. En bas, les hommes de la comtesse s'approchent, l'air suffisant. Ils pensent que le gamin est cuit. Grosse erreur, les gars. Le bois craque. La pression monte en flèche dans le conduit. Jindrik libère la goupille d'un coup sec. La meule, portée par une force hydraulique brute, bascule vers l'avant. Le projectile de pierre fend l'air avec un sifflement sinistre. Il fauche le premier soldat comme s'il s'agissait d'une simple quille. L'impact est violent. Un bruit d'os brisés résonne dans tout le moulin. Les autres reculent, les yeux écarquillés par l'horreur. Il n'y a pas de magie ici, juste de la physique pure et dure. Le second soldat tente de lever son bouclier, mais c'est inutile. La pierre rebondit sur le mur et fracasse tout ce qui bouge. C'est un massacre, une démonstration de puissance mécanique. Jindrik, le visage baigné de sueur, ne peut rien voir. Pourtant il sourit. Il sait exactement où il se trouve. Le battement de leur cœur trahit leur position dans l'atelier. La friction neuronale lui brûle le crâne, comme des aiguilles de feu. C'est le prix à payer pour piloter cette technologie interdite. Il s'en fiche, il est en mode automatique. Il attrape une seconde manivelle, activant les pistons secondaires. Des jets d'eau sous haute pression jaillissent des murs. Il découpe les vêtements et lacère la peau des survivants. Les types hurlent, incapables de comprendre d'où vient l'attaque. C'est la panique totale, le chaos le plus complet. Ce n'est plus un combat, c'est une exécution. Le chef des mercenaires tente de charger, l'épée haute. Jindrik dévie le coup en manipulant la pression du sol. Le sol s'incline, le soldat perd l'équilibre et tombe dans l'engrenage. Il est éjecté contre la paroi opposée, sonné pour de bon. And just like that, le moulin devient un cimetière. Le silence retombe, lourd, interrompu seulement par les gouttes d'eau. Jindrik s'effondre sur ses genoux, le souffle court. Il ne voit que du noir, mais il sent l'odeur du métal chaud. Il a gagné, mais son système nerveux est en surchauffe. Est-ce qu'il va regretter ce carnage? Jamais de la vie. Il sait que la comtesse ne lâchera pas le morceau. Elle veut sa tech, mais elle va finir par se briser les dents. Il se traîne vers le centre de la pièce, cherchant un appui. Ses mains tremblent, les circuits de son esprit grésillent. Il doit stabiliser son état avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Il y a encore des réserves d'énergie à siphonner dans le moulin. Il pose ses mains sur la pierre froide, puisant dans les vibrations. C'est comme recharger une batterie en plein milieu d'une tempête. Le gamin n'est pas un mage. Il est un ingénieur de la mort. Il se demande combien de temps ses yeux resteront fermés. Mais il a déjà une longueur d'avance sur tout le monde. Le prochain round sera encore plus brutal, c'est garanti. Il ferme les yeux, laissant la douleur devenir une force. Il est le maître de ce domaine, et personne ne le délogera. La comtesse ferait mieux de réfléchir à 2 fois. Il est prêt pour elle, et il est prêt pour la suite. Il ne reste plus qu'à attendre que le monde se remette en marche. Le silence est son meilleur allié en ce moment. Il respire, lentement, reprenant le contrôle de son corps. C'est une machine, et il sait comment réparer chaque pièce. Il est le boss, et il vient de prouver pourquoi. Bad idea de se frotter à lui, n'est-ce pas? Il reste immobile, une statue de chair dans l'ombre. La suite ne va pas être jolie pour ses ennemis. Il a déjà tout planifié dans sa tête. Il est le seul à comprendre comment le monde fonctionne vraiment. Il attend, il guette, il prépare son prochain coup. Le moulin est son trône, et il ne compte pas l'abandonner. Il est invincible.
La comtesse Eliska Zradze n'est pas du genre à oublier un affront. Elle envoie ses hommes pour ramener Jindřich Vacek, pieds et poings liés. Mais notre boy ne compte pas finir en décoration sur les remparts de son château. Il se présente devant les portes massives de Radze, avec un calme qui frise l'insolence. Les gardes le dévisagent, attendant qu'il tremble de peur devant la puissance de la dame. Il n'en est rien. Jindřich ajuste son manteau de serf, le regard fixé sur la structure de la porte. Il repère immédiatement les failles dans la maçonnerie du pont-levis. C'est une passoire, et il sait exactement comment tout faire s'effondrer. Mais aujourd'hui, il ne veut pas tout casser, il veut jouer. On l'escorte dans la salle du trône, un endroit glacé où l'air semble stagner. La comtesse est assise sur une estrade, entourée de ses conseillers en armure. Elle le regarde comme on observe une souris qu'on s'apprête à disséquer. Elle lui demande pourquoi il devrait rester en vie après avoir massacré ses hommes. Jindřich ne bafouille pas. Il ne demande pas grâce. Il lui sort un discours technique sur la résistance des matériaux et l'architecture défensive. Il explique que son moulin n'était qu'un prototype, un jouet pour enfants. Il affirme pouvoir construire une forteresse imprenable, capable de résister à n'importe quel siège. La salle devient silencieuse. Les conseillers ricanent, pensant que ce gamin délire en plein milieu de la cour. La comtesse, elle, plisse les yeux. Elle est intelligente. Elle sent que ce gamin cache un savoir que personne ne possède. Il commence à dessiner des plans sur le sol avec un morceau de craie. Il utilise des termes complexes, parlant de répartition de charge et de vecteurs de force. C'est du charabia pour ses nobles, mais ça sonne comme une révélation. Jindřich joue sur son orgueil, lui promettant la domination totale sur la région. Il la convainc qu'il est l'architecte divin qu'elle attendait pour sécuriser son héritage. And just like that, l'ambiance change. La menace de mort se transforme en une opportunité commerciale douteuse. Elle lui propose un marché. Il devient son maître d'œuvre. Si le château tombe, c'est sa tête qui tombe. Jindřich accepte avec un sourire en coin. Il sait très bien ce qu'il fait. Il ne construit pas un château. Il prépare un piège géant. Les jours passent au sein du manoir. Jindřich circule librement, observant les moindres recoins des fondations. Il note les faiblesses, les passages secrets, les points critiques du système de défense. Il se fait passer pour un serviteur dévoué, mais il travaille dans l'ombre. Il recrute d'autres serfs, leur apprenant à manipuler des outils qu'ils ne connaissent pas. Il leur parle de levier et de contrepoids, les formant comme une armée de l'ombre. Le contremaître, un type louche à la solde de l'église, le surveille sans cesse. Ce mec pense que Jindřich est un hérétique utilisant la magie noire. Il fouille ses affaires, espérant trouver des grimoires ou des idoles sataniques. Mais il ne trouve que des schémas de physique et des calculs de densité. Il ne comprend rien à ce qu'il voit. Jindřich le regarde faire, amusé par son incompétence totale. Il sait que ce type est une menace, mais il attend le bon moment pour l'éliminer. La tension monte dans les couloirs du château. Les autres nobles commencent à envier la confiance que la comtesse accorde aux serfs. Ils murmurent dans son dos, complotant pour le faire chuter. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà en train de creuser leur propre tombe. Jindřich Vacek, le gars qui était censé mourir pendu, dirige maintenant tout le chantier. Il est le boss, et personne ne s'en rend compte. La comtesse Eliska Zradze croit qu'elle l'a enchaîné. Guess what? C'est elle qui est en train de se faire manipuler. Il installe des structures de soutien qui semblent normales pour un œil non averti. Mais avec son architect's eye, il voit les lignes de tension prêtes à rompre. Une seule goupille mal placée et tout l'édifice s'écroule comme un château de cartes. Il construit une forteresse qui est, en réalité, une arme à retardement. Il ne reste plus qu'à attendre que la comtesse se sente assez en sécurité pour baisser sa garde. Et quand elle le fera, il sera trop tard. Le jeu est verrouillé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il respire profondément, sentant la fatigue de la neurale friction pointer le bout de son nez. Mais il tient bon. Il est le seul à maîtriser les lois de ce monde, et il compte bien les tordre jusqu'à la rupture. Le piège est tendu, et les vipères sont déjà en train de ramper vers lui. Bad idea, n'est-ce pas? Il regarde le ciel au-dessus des remparts, serein. Le prochain round sera définitif. Il est prêt. Le contremaître, un type à la mâchoire carrée et aux yeux de fouine, s'approche de Jindřich. Il lui crache un morceau de tabac juste à côté de ses bottes. Jindřich ne bronche pas. Il garde son regard fixé sur les plans de la tour. Ce type pense que c'est un sorcier, alors il le fixe comme s'il allait invoquer un démon. C'est pathétique. Jindřich lui explique, avec un petit sourire narquois, que la maçonnerie n'est pas de la magie, mais de la pure physique. Le contremaître serre les dents, la main crispée sur le pommeau de sa dague. Il déteste que ce gamin, ce petit serf, soit plus intelligent que toute sa garde rapprochée. Jindřich se tourne vers la comtesse Eliska, qui observe la scène avec une curiosité malsaine. Il lui montre comment,
En modifiant l'angle des linteaux, la structure absorbera mieux les impacts de trébuchets. Eliska hoche la tête, fascinée par cette démonstration de supériorité technique. Elle ne voit pas que Jindřich est en train de créer un point de rupture critique. Un simple coup de levier, au bon endroit, et le plafond de la salle du trône deviendra un cercueil de pierre. Guess what? Il a déjà calculé la trajectoire de chaque bloc. Jindřich demande alors un accès illimité au stock de chaux et de sable de la forteresse. Le contremaître proteste, affirmant que c'est une perte de ressources précieuses. Jindřich l'ignore totalement, comme s'il s'adressait à un insecte bruyant. Il continue de parler à Eliska, lui décrivant les futurs remparts comme une merveille du monde. La comtesse, aveuglée par son ambition, donne son feu vert. Le contremaître blêmit, mais il ne peut rien dire devant sa dame. C'est une victoire totale pour notre boy. Il se dirige vers la cour intérieure, suivi par une escouade de gardes qui le surveille comme un prisonnier. Il commence à diriger les ouvriers, leur montrant comment mélanger le mortier pour qu'il soit plus solide. Mais en réalité, il ajoute des agents corrosifs dans le mélange. Dans quelques mois, les murs seront friables comme du pain sec. Jindřich s'essuie les mains sur son tablier, observant le travail avancé. Il sait que les espions des autres familles nobles rôdent déjà aux abords du domaine. Il les voit, cachés dans les bois, guettant la moindre faille. Il leur sourit, sachant qu'ils ne comprennent rien à ce qui se prépare. Il n'est pas juste un bâtisseur, il est le maître du jeu. Le soir tombe sur Radzé, et Jindřich se retire dans ses quartiers improvisés. Il s'assoit sur un banc de pierre, le souffle court à cause de la neurale friction. Une douleur aiguë lui traverse le crâne, comme si des aiguilles lui perçaient les tempes. Il ferme les yeux, attendant que la vision revienne à la normale. Il ne peut pas se permettre de faiblir maintenant. Un garde frappe à la porte, lui apportant un plateau de nourriture maigre. Jindřich le remercie avec une politesse glaciale. Le garde repart, convaincu que ce gamin est inoffensif. Big mistake. Jindřich se lève, ses yeux brillant d'une lueur froide dans l'obscurité. Il sort une craie de sa poche et dessine sur le mur de sa chambre. Il trace les plans d'un mécanisme de déclenchement à distance, utilisant la tension des ressorts. Il ne lui manque que quelques pièces en fer forgé. Il sait exactement quel forgeron peut lui fournir ça sans poser de questions. C'est un type qui déteste la comtesse autant que lui. Jindřich prépare son coup, un pas à la fois. Il n'a pas besoin d'une armée pour faire tomber ce château. Il a juste besoin de la gravité et d'un peu de physique appliquée. Le lendemain matin, il se présente devant le forgeron du village. Le forgeron le regarde, méfiant, mais il reconnaît le génie qui a sauvé les récoltes. Jindřich lui murmure quelques mots à l'oreille. Le forgeron écarquille les yeux, puis hoche la tête avec un sourire complice. L'affaire est conclue. Jindřich retourne au château, l'esprit déjà sur la prochaine étape. Il croise à nouveau le contremaître dans le couloir principal. Ce dernier lui donne une bourrade violente à l'épaule. Jindřich encaisse sans ciller, le regard perdu dans le vide. Il analyse la structure de la poutre maîtresse juste au-dessus d'eux. Un léger glissement de la charpente et le plafond s'effondre. Il a le pouvoir de détruire tout ce bâtiment en un clin d'œil. Il est le boss, et personne ne s'en rend compte. La comtesse Eliska l'appelle depuis le balcon supérieur. Elle veut savoir quand les travaux de la tour ouest seront terminés. Jindřich lui répond qu'ils seront finis plus vite qu'elle ne l'imagine. Il ne lui dit pas que la tour sera un piège mortel. Il lui dit ce qu'elle veut entendre. La comtesse est ravie, pensant tenir son architecte miracle. Elle ne sait pas qu'elle est en train de payer pour sa propre chute. Jindřich descend vers les fondations, là où personne ne va jamais. Il vérifie les piliers, un par un, avec une précision chirurgicale. Il place les charges de travail, attendant le moment propice pour tout faire craquer. Bad idea, n'est-ce pas? Il est en contrôle total. Le destin de Radzé est scellé, et Jindřich tient la clé dans sa poche. Il s'assoit sur un tas de gravats, le regard fixé sur le coucher de soleil. Tout est en place pour le grand final. Il n'a plus qu'à attendre que les vipères se mordent la queue. Et croyez-moi, ça va être un spectacle magnifique. Jindřich traverse la grande salle des banquets, le pas assuré. Il ignore les regards venimeux des chevaliers locaux qui le jaugent comme une proie. Ces idiots ne comprennent même pas que les dalles sous leurs pieds sont déjà compromises. Eliska l'attend sur l'estrade, une coupe de vin à la main, le sourire carnassier. Elle le considère comme son jouet préféré, un petit génie qu'elle peut presser comme un citron. Big mistake. Jindřich s'incline avec une déférence calculée, un masque de soumission parfaite sur le visage. Il entame son exposé sur la fortification, utilisant des termes techniques qui font briller les yeux de la comtesse. Il parle de points de rupture, de dissipation d'énergie cinétique et de renforcement des ogives. Eliska est sous le charme, totalement accro à cette promesse de puissance absolue. Elle ne voit pas le piège se refermer. Le conseiller d'Eliska,
Un vieux renard à la barbe grise fronce les sourcils. Il sent que quelque chose cloche, mais il ne peut pas mettre le doigt dessus. Jindrik, lui, lance un regard fuyant, comme s'il était une simple nuisance. Il propose ensuite d'intégrer des conduits de ventilation dans les murs porteurs. Il prétend que c'est pour éviter l'humidité, mais c'est pour y loger des charges de poudre. C'est brillant, non? Eliska ordonne immédiatement à ses gardes de fournir tout ce dont notre boy a besoin. Elle veut cette forteresse imprenable, et elle l'aura, au prix fort. Le conseiller essaie d'intervenir, mais Jindrik l'interrompt avec une politesse glaciale. Il explique que le vieil homme ne saisit pas la subtilité de la physique moderne. Le conseiller devient rouge de rage, ses mains tremblent sur le pommeau de son épée. Jindrik s'en moque royalement. Il sait que ce type est le prochain sur sa liste de problèmes à éliminer. La comtesse finit par congédier tout le monde, sauf Jindrik. Elle veut une démonstration privée, un avant-goût de ce qu'il prépare pour la tour ouest. Il s'approche de la table où sont étalés les plans, les mains derrière le dos. Il pointe un détail insignifiant sur le parchemin, une erreur de conception délibérée. Eliska se penche, ses cheveux effleurant l'épaule de Jindrik. Elle est si proche qu'il pourrait l'étrangler sans effort. Mais il n'est pas là pour une vengeance sale et rapide. Il veut détruire tout son héritage, pierre par pierre. Il lui explique que la tour est le pivot de tout le système de défense. Si elle tombe, c'est tout le château qui s'effondre comme un château de cartes. La comtesse jubilait, imaginant déjà ses ennemis écrasés sous les décombres. Elle ne réalise même pas qu'elle parle de sa propre fin. Jindrik se retire enfin, laissant la femme dans son délire de grandeur. Il quitte la salle, le cœur battant, une goutte de sueur froide coulant sur sa tempe. La tension nerveuse est à son comble. Le contre-coup de son pouvoir se fait sentir. Ses mains tremblent légèrement, mais il les cache dans ses manches. Un garde le suit dans le couloir, le regardant avec une méfiance évidente. Jindrik s'arrête, se retourne et lui offre un sourire étrange. Le garde recule d'un pas, déstabilisé par cette audace. Notre boy sait qu'il a gagné une manche, mais la partie ne fait que commencer. Il regagne sa cellule, qui ressemble plus à un laboratoire qu'à une prison. Il sort un morceau de charbon et commence à dessiner sur le sol. Il faut calculer le dosage exact pour que le mur s'effondre sans alerter les sentinelles. Une seule erreur, et il finit à la potence avant le lever du soleil. Mais Jindrik ne fait jamais d'erreur. Il est le maître du jeu, et personne ne s'en doute. Think qu'il va rater son coup? Jamais. Il s'allonge sur sa paillasse, les yeux fixés sur le plafond de pierre. Il imagine déjà les fissures se propageant dans le mortier corrodé. Le silence de la nuit est rompu par le cri d'une chouette au loin. Jindrik ferme les yeux, prêt à transformer ce château en un tombeau de luxe. Demain, le travail de sape commence pour de vrai. Le compte à rebours est lancé. La construction de la citadelle commence enfin. Jindrik Vacek déambulait sur le chantier, un plan griffonné à la main. Il observe les ouvriers. Ces serfs épuisés qui ne savent pas qu'ils sont le futur de la région. Pour la comtesse Eliska Zeradze, il érige une forteresse imprenable. Dans la réalité, il prépare un château de cartes. Il place les colonnes porteuses avec une précision diabolique. Chaque pierre est posée selon son calcul, un angle mort dans la structure. C'est un défaut invisible pour tout œil non entraîné. L'architect's eye de Jindrik voit les lignes de stress se dessiner en rouge vif. Il sait exactement quel point frapper pour que tout s'effondre. C'est brillant, non? Pendant ce temps, il murmure des instructions à ses hommes de confiance. Il leur donne des outils modifiés, des leviers déguisés en simples instruments de maçonnerie. Les pauvres types ne comprennent pas encore la portée de leur mission. Mais ils sentent que le vent tourne. Jindrik leur apprend à lire les fissures, à comprendre la tension des matériaux. Il transforme des paysans en une armée de saboteurs. Le chantier avance, sous les yeux vigilants des gardes de la comtesse. Eliska est ravie. Elle pense que notre boy est en train de lui construire son trône éternel. Big mistake. Mais il y a un grain de sable dans la machine. Le contremaître en chef, un nommé Marek, rôde partout. Ce type est un espion à la solde de l'église. Il ne porte pas de croix, mais il sent l'hérésie à des kilomètres. Marek observe Jindrik avec des yeux de rapace. Il note les écarts de niveau dans la pose des fondations. Il voit bien que Jindrik ne suit pas les méthodes traditionnelles. Il s'approche de notre boy, le visage fermé. Il demande pourquoi ces piliers ne sont pas ancrés dans le roc. Jindrik lui sourit, un masque de pure innocence sur le visage. Il baragouine une explication technique sur la dissipation sismique. Marek fronce les sourcils, visiblement sceptique. Il ne comprend rien à la physique moderne, mais il sent le danger. Le contremaître s'éloigne, marmonnant des prières. Il est convaincu que Jindrik trafique avec des forces impures. Le danger monte d'un cran. Si ce mouchard parle à la comtesse, Jindrik est un homme mort.
Il le sait, et il ne compte pas laisser ce type ruiner ses plans. Jindrik s'isole dans l'atelier, le front en sueur. La neurale friction commence à se manifester, une douleur sourde derrière les yeux. Ses mains tremblent, mais il les force à rester immobiles. Il doit accélérer le rythme avant que Marek ne passe à l'action. Il dessine les plans d'un système de drainage complexe. En apparence, c'est pour évacuer les eaux de pluie. En vérité, c'est pour inonder les fondations le moment venu. Jindrik sait que le temps joue contre lui. Il croise le regard de Marek au détour d'un couloir. Le contremaître l'observe, la main sur son chapelet. Il est prêt à dénoncer Jindrik dès le prochain banquet. Jindrik lui lance un regard glacial, un défi silencieux. Il ne se laissera pas abattre par un simple laquais de l'église. Il a déjà prévu une sortie de secours pour ce problème. Il prépare un incident de chantier, un petit accident de parcours. Après tout, les chantiers sont des endroits dangereux. Et Jindrik est le seul à connaître les véritables risques. Il s'approche d'un levier de levage, le testant du bout des doigts. La structure grince, un son qui ressemble à un avertissement. Il sait que le château est déjà condamné. Il ne reste plus qu'à attendre que le contremaître s'approche trop près. C'est cruel, mais c'est nécessaire. Il ne peut pas permettre à l'Église de mettre son nez dans ses affaires. Jindrik s'essuie le visage, les yeux brûlants de fatigue. Il regarde les murs monter, brique après brique. Chaque pierre est une promesse de vengeance. La comtesse attend sa forteresse. Et elle aura bien plus que ça. Elle aura sa propre chute, sculptée par les mains d'un cerf. Le destin est en marche. Et personne ne peut l'arrêter maintenant. Jindrik sourit, une expression qui n'a rien d'un gamin de 14 ans. Il est le maître du jeu, et la partie devient intéressante. Marek, l'idiot, ne sait pas qu'il est déjà condamné. Il continue de fouiner, de chercher des preuves de sorcellerie. Il ne trouvera que des calculs de physique pure. Et pour lui, cela reviendra exactement au même. Une sentence de mort. Jindrik se détourne, prêt à déclencher la prochaine phase. Le compte à rebours est lancé. Et cette fois, il n'y aura aucun retour en arrière. Il marche vers la tour ouest, là où le piège est le plus sophistiqué. Chaque pas est mesuré, chaque geste est calculé. Il est prêt. Le château n'est plus qu'une prison en attente de démolition. Et Jindrik possède la clé. Think qu'il va hésiter? Jamais. Il est arrivé trop loin pour reculer maintenant. Il jette un dernier coup d'œil au contremaître. Marek est en train de noter quelque chose sur un parchemin. Probablement une lettre pour l'évêque local. Jindrik hausse les épaules, indifférent. Ce parchemin ne verra jamais la lumière du jour. Il s'en assure dès ce soir. La nuit tombe sur le chantier, enveloppant les pierres d'une ombre sinistre. Jindrik reste seul, observant les étoiles. Il est prêt pour ce qui vient. La fondation de ses mensonges est posée. Maintenant, il est temps de voir si elle tient, ou si tout va finir en un tas de poussière. Il parie sur le chaos, et croyez-moi, il ne perd jamais. La lune projette des ombres allongées sur le chantier, faisant danser les silhouettes des grues en bois. Jindrik attrape un maillet. Ses mains gantées de cuir noir saisissent le manche avec une précision chirurgicale. Marek s'approche. Ses bottes grincent sur le gravier humide, le regard fixé sur les colonnes de soutènement. Le contremaître s'arrête à 2 pas, le souffle court, ses yeux fouillant chaque jointure suspecte. Il tend un doigt tremblant vers la base, demandant pourquoi le mortier semble si étrangement poreux. Jindrik ne bronche pas. Il pose son outil, un léger sourire en coin étirant ses lèvres, et lui explique avec un calme glacial que c'est une technique de dilatation thermique. Marek ne comprend pas un mot, mais il sent le piège se refermer. C'est un idiot, mais un idiot dangereux. Jindrik sait que le type a déjà rédigé son rapport pour l'évêque. Il faut agir, et vite. Le jeune homme signale discrètement à ses hommes, des serfs au visage marqué par la misère, de se mettre en position. Ce ne sont plus des paysans, c'est une cellule de sabotage en devenir. Ils tiennent des leviers en fer camouflés sous des planches, prêts à basculer la structure. Jindrik donne un signal imperceptible du menton. Une pièce de bois tombe. Un fracas métallique résonne dans le silence pesant de la nuit. Marek sursaute. Ses yeux se détournent une fraction de seconde vers le bruit. Big mistake. Jindrik bondit, ses doigts se refermant sur le col du contremaître avant qu'il ne puisse crier. Il le plaque contre le pilier instable, son visage à quelques centimètres du mouchard. Il lui murmure à l'oreille que les secrets ont un prix bien trop élevé pour un homme comme lui. Marek essaie de se débattre, mais les serfs l'encerclent, des barres de fer à la main. Il n'y a nulle part où fuir. Le contremaître tente de prier. Ses lèvres remuent en silence, mais personne ne l'écoute. Jindrik le lâche brusquement, le laissant tomber dans la boue. Il lui ordonne de regarder la colonne, juste au-dessus de sa tête. Il y a une fissure, une ligne fine, presque invisible, qui serpente le long de la pierre calcaire. C'est le point de rupture. Jindrik lui explique, avec une ironie mordante,
que la structure est un puzzle mortel dont lui seul possède la solution. Merrick blêmit, comprenant enfin que ce gamin n'est pas un architecte, mais une calamité. Le mouchard tente de ramper vers la sortie, mais Jindrik lui bloque le passage d'un coup de pied sec. Il lui demande s'il veut vraiment finir écrasé par le trône de la comtesse. Le pauvre type secoue la tête, les larmes aux yeux. Jindrik lui retire son parchemin, le déchire en deux et le laisse s'envoler dans le vent nocturne. Un de moins. Il fait un signe à ses hommes, qui s'emparent du contremaître et l'entraînent vers les oubliettes du chantier. Personne ne posera de questions sur sa disparition. Le chantier est un endroit dangereux, après tout. Jindrik se tourne vers la tour ouest, son regard brillant d'une lueur froide et calculée. La fondation est minée, prête à s'effondrer dès qu'il donnera le coup de grâce. Il vérifie son propre pouls. Une douleur lancinante lui vrille le crâne. Mais il ignore la fatigue. Il n'est pas là pour bâtir, il est là pour démolir tout ce système. Les serfs attendent ses ordres, leurs yeux remplis d'une dévotion fanatique. Il leur distribue des instructions. Chaque mot est un clou dans le cercueil de la comtesse. Guess what happens next? Il va transformer cette forteresse en un mausolée de pierres brisées. Jindrik s'approche d'un levier central. Sa main frôle le mécanisme forgé avec une précision moderne. Si Eliska savait ce qu'il mijote, elle ne dormirait pas sur ses deux oreilles. Il vérifie une dernière fois les calculs de charge, ajustant un angle de quelques millimètres. La tension dans les piliers est à son comble. Il suffit d'un choc, d'une pression bien placée, et tout bascule. Il s'éloigne dans l'obscurité, laissant derrière lui une menace qui ne demande qu'à exploser. Le silence revient sur le chantier, mais ce n'est qu'un calme avant la tempête. Jindrik sourit dans le noir. Il est prêt pour la suite. Demain, la comtesse verra son rêve devenir son pire cauchemar. Et notre boy sera là pour regarder le spectacle. Il n'y a aucun retour en arrière possible. La machine est lancée, et elle ne s'arrêtera pour personne. Il s'assoit sur un tas de pierres, observant la lune qui se cache derrière les nuages. La douleur dans son crâne s'estompe, remplacée par une satisfaction pure et brutale. Il a réussi à neutraliser le mouchard sans verser une goutte de sang visible. C'est propre, c'est efficace. C'est du Jindrik tout craché. Il se demande combien de temps avant que les autres scouts ne remarquent l'absence du contremaître. Peu importe. Il a déjà préparé une histoire sur une fuite soudaine vers la ville voisine. Personne ne vérifiera. La peur est un outil bien plus puissant que n'importe quelle brique ou mortier. Il se lève. Ses membres sont lourds, mais sa détermination est intacte. Il marche vers son abri, chaque pas résonnant comme une promesse de destruction. Le château attend son architecte, mais il ne recevra qu'un fossoyeur. La partie est loin d'être terminée, mais il a déjà pris une avance considérable. Il ferme les yeux un instant, visualisant les plans du donjon, cherchant le point faible ultime. Il le trouve. Une jonction de poutres en bois de chêne qui ne demande qu'à rompre. C'est parfait. Il sourit, s'endormant avec la certitude que demain, tout pourrait s'effondrer. Et il sera le seul à savoir pourquoi. Le destin est bien plus qu'une simple coïncidence. C'est une équation qu'il est en train de résoudre. Le compte à rebours continue. Tic-tac, tic-tac. Jindrik ne craint rien, car il est le maître de ce désastre annoncé. Le vent se lève, faisant grincer les structures métalliques du chantier. C'est le chant de la défaite qui approche. Il est temps de passer à la phase suivante. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il se réveille. Le ciel commence à peine à pâlir au-dessus des remparts. Il a une journée entière pour peaufiner ses pièges. Les ouvriers arrivent. Ils ont l'air fatigués, mais ils travaillent avec une intensité nouvelle. Ils savent qu'ils font partie de quelque chose de grand. Quelque chose qui va changer leur vie à jamais. Jindrik se mêle à eux, distribuant des ordres brefs et précis. Il vérifie les fixations des poutres, resserrant un boulon ici, en desserrant un autre là. C'est de l'art, de la pure ingénierie de la vengeance. Il croise le regard d'un garde, qui l'observe avec suspicion. Jindrik lui lance un sourire poli, presque déférent. Le garde détourne les yeux, convaincu que ce gamin n'est qu'un serf zélé. Big mistake, encore une fois. Il continue son travail. Chaque geste est un acte de rébellion. Il est en train de construire sa propre liberté, pierre par pierre. Il sait que la comtesse viendra inspecter les travaux dans quelques heures. Il doit être prêt à jouer son rôle de génie incompris une dernière fois. Il ajuste sa posture, le dos un peu courbé, l'air humble. C'est un jeu d'acteur, et il est le meilleur. Il sent la tension monter dans les fondations, un murmure sourd qui monte du sol. Le château est vivant, et il a faim de ruines. Jindrik se tient prêt, le levier de son destin à portée de main. La journée promet d'être longue, mais il est prêt à tout. Il regarde le soleil monter, illuminant les murs de cette prison dorée. Il est temps de jouer la scène finale de cet acte. Il n'y a aucun doute, aucune hésitation dans son esprit. Tout est calculé, tout est prêt. Il est le maître de ce jeu.
et il ne perd jamais. La tension est montée d'un cran dans les entrailles du chantier. Le contremaître, ce larbin de l'église, surveille Jindřich avec un regard venimeux. Il sait que quelque chose cloche avec ces structures. Il a décidé de tout brûler pour exposer ce qu'il appelle de l'hérésie. Big mistake. Le type traîne un bidon d'huile de lin près des piliers de soutien. Il pense que Jindřich est un simple gamin, un serf sans défense. C'est là que notre boy intervient, froid comme la glace. Il voit le plan du type se dessiner à travers son œil de l'architecte. Des failles partout, des points de pression inutiles, un amateurisme total. Le contremaître craque une allumette, le visage déformé par une haine fanatique. Il lance la flamme sur les copeaux de bois sec. Le feu bondit, léchant les poutres avec une faim dévorante. Jindřich ne bronche même pas. Il a anticipé ce mouvement il y a des semaines. Il a dissimulé des réservoirs d'eau sous les combles, montés sous haute pression. Il tire sur une cordelette en chanvre, cachée derrière un sac de ciment. Et juste comme ça, le plafond s'ouvre. Un déluge d'eau glacée s'abat sur l'incendie, étouffant les flammes en une seconde. Le contremaître, trempé jusqu'aux os, reste figé sur place. Il ne comprend pas comment l'eau a pu sortir de nulle part. Jindřich s'approche, le regard vide de toute émotion. Il pointe du doigt les traces d'huile sur le sol. Il attire l'attention des gardes qui arrivent en courant, alertés par le boucan. Jindřich explique calmement que le contremaître tentait de saboter la construction de la comtesse. Les gardes voient l'huile, voient le coupable trempé, et ils ne posent pas de questions. Pour eux, c'est une preuve irréfutable de trahison. Ils empoignent le malheureux, qui hurle à l'injustice. Il est fini. Jindřich le regarde se faire traîner vers les cachots sans un mot. C'est propre. C'est efficace. L'église vient de perdre son pion le plus précieux sur ce chantier. Jindřich se tourne vers le reste des ouvriers, toujours aussi calme. Il leur ordonne de reprendre le travail, comme si de rien n'était. La peur dans leurs yeux s'est transformée en respect pur. Ils ne voient plus en lui un simple serf, mais une force de la nature. De son côté, la comtesse Eliška et Radce observent la scène depuis son balcon. Elle fronce les sourcils, ses doigts serrant la rampe en pierre. Elle a vu le feu, elle a vu l'eau, et elle a vu son architecte favori rester imperturbable. Elle commence à réaliser que Jindřich n'est pas qu'un simple bâtisseur. La chance, ça n'existe pas à ce niveau. Elle le appelle son bras droit, lui ordonnant de surveiller Jindřich de plus près. Elle veut savoir comment ce gamin manipule les lois de la physique. Jindřich le sent, il sait qu'elle le traque, mais il n'a pas peur. Il a déjà prévu 3 coups d'avance. Il retourne à ses plans, le cerveau en ébullition malgré la fatigue. Il sait que chaque jour est un pas de plus vers la liberté. La comtesse joue avec le feu, et Jindřich est le seul à savoir comment l'éteindre, ou comment le transformer en une arme dévastatrice. Le chantier continue, mais l'atmosphère a changé. Maintenant tout le monde sait que Jindřich est intouchable. Le gamin qui a terrassé le contremaître est devenu une légende vivante. Il s'assoit un instant pour reprendre son souffle. Une légère douleur derrière les yeux lui rappelle le coût de ses manigances. Neurale friction. Le prix à payer pour défier la réalité. Il essuie une trace de sang sur son nez, discrètement. Personne ne doit voir qu'il est vulnérable. Il sourit, observant la structure qui monte vers le ciel. Bientôt, ce château ne sera plus qu'un tas de gravats, et il sera le seul à en tenir les clés. Guess what happens next? Il va falloir jouer serré pour ne pas se faire griller par Eliška. Mais Jindřich est prêt. Il a toujours une longueur d'avance. Il se lève, prêt à entamer la phase suivante. La partie ne fait que commencer. Le contremaître, ce rat d'église, se redresse péniblement dans la boue. Il crache un mélange de suie et de bile, les yeux injectés de sang. Il regarde Jindřich avec une haine pure, celle des hommes qui ont tout perdu. Le type ne comprend toujours pas ce qui vient de se passer. Il s'attendait à voir le chantier s'effondrer dans un brasier vengeur. À la place, il se retrouve enchaîné, humilié devant les ouvriers qui le fixent. Big mistake, le gars. Jindřich s'approche de lui, pas après pas, le visage impassible. Il ne dit rien. Il se contente de le fixer avec ce regard de prédateur. Le contremaître tente de hurler à l'hérésie, de crier que Jindřich est un sorcier. Mais les gardes, pas fous, lui collent un coup de crosse dans les côtes. Il se tait net, le souffle coupé, réduit à un simple tas de viande. Jindřich se tourne vers les gardes, un sourire en coin qui ne respire pas la sympathie. Il leur explique, d'un ton monocorde, que le contremaître a tenté de saboter le projet de la comtesse. Il désigne les bidons d'huile dissimulés sous les décombres encore fumants. Les preuves sont là, sous les yeux de tout le monde. Les gardes échangent un regard, hochant la tête. La comtesse ne plaisante pas avec ses investissements, et la trahison se paie cher. Le pauvre idiot est emmené vers les geôles, pieds et poings liés. Il ne reverra plus jamais la lumière du jour. Et c'est tant mieux pour le chantier. Jindřich se frotte les mains, débarrassé de cette nuisance.
Il jette un coup d'œil vers le balcon d'Eliska, là-haut. La comtesse est toujours là, immobile, comme une statue de marbre. Elle observe tout, elle enregistre chaque détail, chaque mouvement. Elle n'est pas convaincue par la version officielle, et il le sait. Elle se doute que ce déluge d'eau n'était pas un simple accident de plomberie. Notre boy ne s'en fait pas pour autant. Il retourne à ses plans, traçant des lignes complexes sur le parchemin. Le chantier reprend son cours, dans un silence presque religieux. Les ouvriers travaillent 2 fois plus vite, terrorisés par l'efficacité du gamin. Ils ne veulent surtout pas devenir la prochaine cible de son génie. Jindřich sent la fatigue le gagner. Ses mains tremblent légèrement. Neural friction, le prix de la maîtrise, le rattrape doucement. Il s'isole dans son atelier improvisé, derrière les murs de pierre froide. Il nettoie une tache de sang sur sa manche, le regard perdu dans le vide. Il doit rester en alerte, car le danger ne fait que changer de forme. L'Église ne va pas laisser passer cet affront, c'est évident. Ils vont envoyer quelqu'un de plus malin, de plus dangereux. Think he stops there? Sûrement pas. Jindřich sort un petit mécanisme de sa poche, un prototype de verrou à pression. Il le manipule avec une précision chirurgicale, ses doigts agiles s'animant seuls. C'est une arme, déguisée en outil de mesure, prête à exploser au moindre contact. Si quelqu'un tente de fouiller ses affaires, il va avoir une sacrée surprise. Il se lève, prêt à inspecter les nouvelles fondations du donjon. Le sol résonne sous ses bottes. Un son sourd et prometteur. Chaque pierre posée est un piège, chaque colonne est une bombe à retardement. Il construit une forteresse qui est, en réalité, sa plus grande prison pour les autres. Eliska le rejoint bientôt, descendant de ses appartements avec une grâce glaciale. Elle s'arrête à quelques pas de lui, le parfum des roses couvrant l'odeur de la suie. Elle lui demande, d'une voix mielleuse, comment il a réussi ce tour de force avec l'eau. Jindřich lui répond avec une humilité feinte, parlant de réserve naturelle et de gravité. Il lui sort un jargon technique si complexe qu'elle finit par hocher la tête, dépitée. Elle ne comprend rien à ses explications, et ça l'énerve prodigieusement. Elle déteste ne pas avoir le contrôle total sur ses pions. Elle lui lance un regard lourd, chargé de sous-entendus. Elle lui rappelle que, si le château ne tient pas ses promesses, sa tête tombera. Jindřich s'incline, un sourire satisfait sur les lèvres. Il sait qu'elle est en train de mordre à l'hameçon, de plus en plus profondément. Elle pense le dominer, mais c'est lui qui tire les ficelles du destin. Il s'éloigne, laissant la comtesse seule sur le chantier, en plein doute. Elle appelle son bras droit, lui ordonnant de fouiller chaque recoin de la chambre de Jindřich. Elle veut des preuves. Elle veut savoir quel est son secret. Elle ignore qu'elle envoie ses hommes droit dans la gueule du loup. Jindřich l'a déjà anticipé. Il a déjà préparé le terrain. Il sourit en entendant les pas des gardes s'approcher de son antre. Il est temps de montrer à cette noble dame ce qu'il se passe quand on joue avec le feu. La nuit tombe sur le chantier, enveloppant tout dans un voile d'ombre. C'est le moment idéal pour une petite démonstration. Il active un mécanisme, un levier caché sous une poutre maîtresse. Un sifflement sourd parcourt les fondations du château. Personne ne l'entend, sauf lui. Il s'installe confortablement, observant le spectacle qui se prépare. Les gardes entrent dans son atelier, leurs torches éclairant les plans étalés. Il fouille, renverse les outils, cherche un indice de sa trahison. L'un d'eux touche le verrou à pression qu'il a laissé sur la table. Le gamin ne perd jamais de temps avec les détails. Il a bien fait les choses. Une petite étincelle jaillit, suivie d'un nuage de poudre métallique. Les gardes reculent, les yeux brûlés par le flash soudain. C'est un piège simple, mais d'une efficacité redoutable. Ils paniquent, trébuchant dans le noir, se cognant contre les murs. Jindřich les regarde, amusé, depuis l'ombre d'un pilier. Il n'a même pas besoin de lever le petit doigt. La peur est une arme bien plus tranchante que n'importe quelle épée. Il fuit l'atelier, persuadé qu'il y a des esprits malins ou une malédiction. C'est exactement ce qu'il voulait. La rumeur va se répandre, et bientôt plus personne n'osera s'approcher de ses secrets. Il est le maître des lieux, et tout le monde commence à le comprendre. Le château est son terrain de jeu, et les règles sont les siennes. Il se couche, le cœur léger, prêt pour le lendemain. La partie ne fait que commencer, et les enjeux sont montés d'un cran. Il sait qu'il est en sursis, mais il profite de chaque seconde de domination. Chaque jour est un cadeau, chaque ennemi vaincu est un trophée. Il ferme les yeux, un sourire aux lèvres. Demain, il construira quelque chose de plus grand, de plus mortel. Il est Jindřich, l'architecte du chaos, et il est intouchable. La comtesse Eliska n'a aucune idée de ce qui l'attend réellement. Elle croit posséder le génie, mais elle est déjà condamnée. Et juste comme ça, la nuit s'installe, calme et trompeuse. Le silence règne sur le chantier, un silence qui cache bien des secrets. Il est prêt à tout, et rien ne pourra l'arrêter dans sa quête. Le destin est entre ses mains, et il ne compte pas le lâcher.
Il est le boss de ce niveau, et il vient de passer à l'étape suivante. Le vrai jeu commence enfin. Le chantier de la citadelle touche enfin à sa fin. Jindřich Vácek contemple les colonnes massives qui soutiennent la structure. Tout est en place pour le grand final. La comtesse Eliska Zihradse s'approche avec son escorte habituelle. Elle sourit, mais ses yeux restent froids comme la glace. Elle a décidé que le génie de notre garçon ne doit appartenir qu'à elle. Elle lui ordonne de s'agenouiller pour recevoir une récompense. Le piège se referme, ou c'est ce qu'elle croit. Elle fait signe à ses gardes de sortir leurs lames. Elle veut couper court à toute future négociation. Big mistake. Jindřich ne branche même pas devant les épées tirées. Il sait exactement où chaque pierre est posée. Il a vidé les réservoirs d'eau des fondations depuis des heures. La pression hydraulique est maintenant à son point de rupture. Il glisse sa main dans sa poche et saisit un levier rudimentaire. Un petit déclic résonne dans le silence tendu de la salle. Le sol commence à trembler sous les bottes des soldats. La comtesse écarquille les yeux en voyant les murs se fissurer. La structure, qu'elle croyait imprenable, commence à hurler. Jindřich s'écarte avec une lenteur calculée. Il regarde les colonnes maîtresses se dérober sous le poids. Le plafond s'effondre en un nuage de poussière et de débris. Les gardes d'élite sont piégés instantanément dans les décombres. Ils crient, mais leurs armures ne servent à rien contre la physique. Eliska est épargnée, mais elle est coincée dans un espace réduit. Elle est seule, isolée de ses hommes par un mur de pierre. Jindřich marche calmement vers elle à travers la poussière. Il ne porte pas d'épée, mais il tient le destin de la forteresse. Il lui explique, avec un calme olympien, que tout est une question de stress. La comtesse tremble, pour la première fois de sa vie. Elle réalise que le petit cerf est le seul maître ici. Elle tente de lui ordonner d'arrêter, de réparer les dégâts. Il lui répond qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il lui fait comprendre qu'elle va devoir signer de nouveaux termes. C'est une négociation forcée, et il a toutes les cartes en main. Elle n'a jamais vu un homme aussi froid, aussi calculateur. Il lui demande si elle préfère être enterrée ici ou vivre sous ses ordres. La réponse est évidente, n'est-ce pas? Elle baisse la tête, vaincue par la science qu'elle voulait voler. Jindřich sourit, un sourire qui ne laisse aucune place au doute. Il a transformé leur rapport de force en un simple calcul technique. Il est désormais celui qui dicte les règles du jeu. Le château, son chef-d'œuvre, est devenu sa plus belle preuve de supériorité. Eliska n'est plus qu'une marionnette dans ses mains expertes. Elle accepte ses conditions sans même oser lever les yeux. La citadelle est à lui, et la région va bientôt suivre. Il s'éloigne, laissant la comtesse seule dans la ruine de son orgueil. Il sait que ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Il a humilié l'élite, et personne ne peut le contester. Il sort à l'air libre, le souffle coupé par cette victoire totale. Il est le nouveau boss de cet enfer féodal. Le monde entier va bientôt trembler devant son génie. Chaque pierre, chaque mur, chaque vie est sous son contrôle. Il est Jindřich Vácek, et il ne fait que commencer. La poussière danse dans les rayons de lumière qui filtrent à travers les fissures du plafond. Jindřich se tient immobile, au milieu du chaos, un sourire en coin vissé sur le visage. Eliska, autrefois si hautaine, est plaquée contre un bloc de calcaire, les cheveux couverts de plâtre. Ces gardes d'élite ne sont plus qu'un tas de ferrailles gémissantes sous les décombres. Leurs armures de plaques, si chères et si inutiles, n'ont pas résisté à la chute des colonnes maîtresses. Notre garçon ne se presse pas. Il savoure chaque seconde de ce silence oppressant. C'est là le résultat d'une ingénierie de précision, pas de la magie. Il jette un regard vers le levier, qu'il tient encore fermement dans sa main droite. C'est une simple tige de fer, mais c'est elle qui fait la loi ici. La comtesse tente de se redresser, mais ses genoux tremblent sous le choc. Elle laisse de hurler des ordres, mais aucun son ne sort de sa gorge serrée. Jindřich s'approche d'elle, ses bottes craquant sur les éclats de pierre. Il ne cherche pas à l'achever, car il a besoin de sa signature sur un parchemin. Il lui explique calmement que la citadelle entière est sur le point de s'effondrer. Il pointe du doigt une fissure qui serpente dangereusement le long du mur porteur. Eliska comprend enfin que sa vie ne tient qu'à un fil, ou plutôt à une colonne. Elle baisse les yeux vers le sol, vaincue par la logique implacable de notre génie. Il lui propose un marché, une reddition totale en échange de sa survie. Elle n'a plus le choix, et elle le sait très bien. Le petit serf qu'elle méprisait est devenu son bourreau. Elle secoue la tête, acceptant les conditions sans même oser lever le regard. Jindřich range son levier, un geste nonchalant qui en dit long sur sa confiance. Il lui tend une main, non pas par galanterie, mais pour l'aider à se relever dans sa nouvelle réalité. La comtesse se relève, les jambes flageolantes. Elle est désormais une simple marionnette dans les mains de l'architecte. Il lui dicte les nouveaux termes du contrat, clause par clause. Elle signe tout ce qu'il demande, tremblante, sous le poids de son regard froid.
C'est une victoire totale pour notre boy. Le château, son chef-d'œuvre, est maintenant une prison dorée pour sa propriétaire. Il n'a pas utilisé d'épée, juste la gravité et un peu de calcul. Think he stops there? Pas une seconde. Il sait que les autres nobles vont bientôt s'agiter en apprenant la nouvelle. Il ordonne à Eliska de préparer les documents officiels pour son émancipation totale. Elle s'exécute, le visage décomposé par la honte. Jindrik se dirige vers la sortie, laissant derrière lui les ruines de l'orgueil noble. Il sort à l'air libre, à où le vent souffle enfin sur son visage. Le chantier est désert. Ses ouvriers se tiennent à distance, terrifiés par le fracas. Ils voient Jindrik sortir, indemne, tandis que la comtesse reste cloîtrée dans les décombres. C'est le signal que tout le monde attendait. Le rapport de force a basculé pour de bon. Jindrik jette un dernier coup d'œil à sa création, le sourire aux lèvres. Il a prouvé que la connaissance vaut bien plus que le sang bleu. La partie est loin d'être finie, mais il a pris une avance considérable. Il est le boss de ce niveau, et il vient de passer à l'étape suivante. Il marche vers ses quartiers, prêt à planifier sa prochaine manœuvre. Rien ne pourra l'arrêter dans sa quête de domination totale. Le destin est entre ses mains, et il ne compte pas le lâcher. Il est Jindrik Vacek, l'homme qui a fait plier la noblesse par la simple force de son esprit. Et juste comme ça, la citadelle devient le bastion de son ascension. Le vrai jeu commence enfin. Eliska s'agrippe à une poutre instable, les yeux exorbités par une panique pure. Ses gardes, les fameux chevaliers d'élite, sont coincés sous des tonnes de gravats. Leurs armures de fer teintent lamentablement contre le calcaire. Notre boy ne perd pas une seconde à savourer le spectacle. Il s'approche d'elle avec la lenteur d'un prédateur qui sait que la proie est capturée. Il lui lance un regard glacial, celui d'un homme qui a déjà tout prévu depuis des mois. Eliska essaie de cracher son mépris, mais une décharge de poussière lui coupe le souffle. Jindrik s'est contente de sourire, un sourire qui n'a rien de rassurant. Il lui rappelle que cette citadelle n'a jamais été conçue pour durer éternellement. C'était une arme, pas un palais. Big mistake de sa part, d'avoir cru qu'elle pouvait le trahir impunément. Il fait pivoter le levier dans sa main. Un simple clic métallique qui résonne comme une condamnation. Le sol sous les pieds de la comtesse se met à gronder sourdement. Elle sent les fondations vibrer, prête à céder sous le poids de son arrogance. Elle hurle, suppliant presque, alors que la structure entière vacille. Jindrik l'observe avec un détachement chirurgical. Il lui explique, sans un pli sur le front, que le prochain mouvement fera tout s'effondrer. Elle est la seule à pouvoir stopper le mécanisme en donnant l'ordre de reddition totale. Elle hésite, ses yeux cherchant désespérément une issue dans ce chaos de pierre. Il lui montre alors le petit sceau royal, qu'il a déjà préparé sur une table voisine. Il ne lui reste que quelques secondes avant que le plafond ne décide de lui tomber sur la tête. Elle rampe vers le document, brisée, les mains tremblantes de rage contenue. Elle appose sa signature, un geste qui signe la fin de son règne sur la région. Jindrik récupère le parchemin, le plie avec une précision maniaque. Il le range dans sa tunique, sans même jeter un regard à la comtesse terrifiée. Il a gagné, et il le sait. Le calme revient soudain dans la salle. Un silence lourd et étouffant. Les gardes, libérés de la pression, ne sont plus qu'un amas de chair meurtrie. Ils ne représentent plus aucune menace pour notre génie. Jindrik se tourne vers la sortie, ignorant les gémissements de sa prisonnière. Il a le contrôle total de la citadelle. Il a le contrôle total de la comtesse. Il a le contrôle total de la région. Pas une seconde. Il sort du château, laissant derrière lui les ruines de l'orgueil noble. Le soleil tape fort sur le chantier, un contraste frappant avec l'obscurité de la salle. Les ouvriers le regardent sortir, les yeux écarquillés par ce qu'ils viennent de voir. Ils ont compris que le vent a tourné. Jindrik Vacek n'est plus un simple architecte. Il est le maître des lieux, le seul qui comprend les rouages de ce monde primitif. Il s'essuie les mains sur son pantalon, comme s'il venait de terminer une simple corvée. Il n'a pas versé une goutte de sang, juste utilisé la physique pour écraser ses ennemis. C'est là toute la beauté de son plan. Il marche vers la lisière de la forêt, là où ses alliés l'attendent dans l'ombre. Il sait que la nouvelle de cette chute va se répandre comme une traînée de poudre. Les autres seigneurs vont trembler. Ils vont essayer de comprendre comment un simple serf a pu abattre une citadelle de l'intérieur. Ils n'y arriveront jamais. Notre boy sourit, sentant la victoire pulser dans ses veines. Il a transformé leur monde en un terrain de jeu où il est le seul à connaître les règles. Il s'arrête un instant, observant la silhouette imposante de la forteresse. Elle ne lui appartient plus seulement par le travail, mais par la soumission de sa maîtresse. Il est le véritable roi de ce tas de pierres. Eliska, de son côté, est désormais une ombre dans sa propre maison. Elle a perdu son pouvoir, ses gardes et sa dignité en un seul après-midi. Jindrik se dirige vers la taverne, prêt à célébrer cette réussite avec ceux qui l'ont suivi. Il a besoin d'un verre et d'un peu de repos avant de planifier la suite.
La domination totale demande de l'énergie, après tout. Il sait que le chemin sera encore long, mais il a déjà pris une avance considérable. Personne ne peut le toucher, personne ne peut l'arrêter. Il est le boss, et tout le monde commence enfin à le réaliser. La poussière retombe sur le chantier, recouvrant les secrets de sa réussite. Il ne reste plus qu'à attendre que le monde vienne lui demander des comptes. Il sera prêt. Il sera toujours 2 coups d'avance sur eux. La partie ne fait que commencer, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il s'éloigne, laissant les ruines derrière lui, prêt pour le prochain niveau. C'est ça, la vraie puissance. Pas besoin de magie, juste de l'intelligence pure contre des idiots arrogants. Il est Jindřich Vacek, et il est en train de réécrire l'histoire. Et juste comme ça, il devient une légende vivante dans ce trou perdu. La suite sera encore plus sauvage. Il le sait, nous le savons. Le rideau tombe sur cette victoire, mais le spectacle est loin d'être fini. Il s'enfonce dans les bois, prêt à conquérir ce qui reste de ce royaume. Rien ne peut freiner son ascension. Il est l'architecte du chaos, et il adore ça. Chaque pierre posée, chaque mur abattu, chaque vie changée. C'est son héritage maintenant. Il ne regarde jamais en arrière. Il ne regrette jamais ses choix. Il avance, toujours, vers le sommet de cette chaîne alimentaire féodale. Bad idea de vouloir l'affronter. Il a prouvé qu'il peut tout détruire sans lever le petit doigt. La peur est son meilleur allié, et il compte bien l'utiliser jusqu'au bout. Il est prêt à tout pour consolider son pouvoir. La citadelle est à lui, et c'est le premier pas vers une domination totale. Il est le maître du jeu, et personne ne peut contester son génie. Le monde va devoir s'habituer à sa présence. Il est là pour rester, et il est là pour gagner. Il s'enfonce dans l'ombre des arbres, un plan machiavélique déjà en tête. La suite sera légendaire. Il est le nouveau maître de ce monde, et il ne fait que commencer à s'amuser. Jindřich Vacek n'est plus l'architecte de la comtesse. Il est devenu le patron de toute la province. Il transforme la citadelle froide en un centre industriel bruyant. Les serfs ne sont plus des esclaves, mais des ouvriers spécialisés. Il installe des systèmes de poulies complexes dans les halls. La vapeur s'échappe des conduits qu'il a fait creuser dans la pierre. Eliska, recluse dans ses appartements, observe ce changement avec une terreur sourde. Elle ne comprend pas ces machines qui tournent sans chevaux ni bœufs. Notre boy a réussi l'impossible. Il a dompté la nature. Il passe ses journées à vérifier les plans de ses nouveaux ateliers. Le métal fond dans les forges qu'il a modernisées avec son savoir. Il n'a plus besoin de la noblesse pour régner. Il a l'infrastructure, les ressources et la loyauté des opprimés. C'est une machine de guerre économique qu'il a construite. Mais le succès attire toujours les vautours. Jindřich le sait. Il a toujours une longueur d'avance. Il sent le poids du monde se resserrer sur ses épaules. Un messager arrive, essoufflé, devant les portes de la citadelle. Il porte les couleurs du roi de Bohême. L'armée royale arrive, et elle n'est pas là pour une visite de courtoisie. Jindřich grimpe en haut de la tour de guet. Il scrute l'horizon avec l'architect's eye. Il voit des milliers de points de stress sur la plaine. Mais il voit aussi quelque chose qui ne devrait pas exister. À la tête de l'armée, un homme chevauche un destrier noir. C'est un warlord légendaire, un monstre de puissance brute. Il porte une relique antique, un artefact qui brille d'une lueur instable. Jindřich active son talent, mais son esprit se bloque. Le sol tremble, non pas à cause du poids des troupes, mais à cause d'une anomalie. L'artefact altère la réalité physique autour du warlord. Les lois de la gravité semblent se courber devant lui. Jindřich tente de calculer la résistance des remparts, mais les chiffres s'effacent. Ses yeux saignent. Le neural friction frappe fort cette fois. Il comprend enfin. La science ne suffit plus. Ce type ignore tout ce qu'il a appris sur la physique. Il peut annuler la réalité elle-même. Jindřich se fige, réalisant qu'il est en sursis. Le warlord lève son artefact, et les murs de pierre semblent déjà se fissurer. C'est un combat entre l'intelligence humaine et une magie qui ignore la logique. Notre boy regarde ses mains, tremblantes de fatigue. Il a bâti son empire sur des lois qu'on est en train de réécrire devant lui. C'est fini, le temps de la technologie est révolu. L'armée royale arrive, et le silence tombe sur la plaine. Les ouvriers abandonnent leurs outils, paralysés par cette magie noire. Jindřich Vacek, le maître des machines, n'a plus aucune arme. Il n'a que sa volonté, et ça ne pèse rien face à un dieu. Le warlord sourit, et le monde autour de lui devient flou. Tu regardes Jindřich, coincé dans son château de cartes, et tu te dis que c'est injuste. Mais réfléchis une seconde. Le monde ne joue jamais selon tes règles. Tu penses être en sécurité derrière tes certitudes. Mais le danger qui arrive pour lui est déjà en train de frapper à ta porte. La réalité que tu maîtrises n'est qu'un voile, et il suffit d'une seule faille pour que tout ton univers s'effondre sans un bruit.